San Francisco. Rien que le nom évoque le progrès, la technologie et la promesse d'un avenir meilleur. D'un côté, les gratte-ciel brillants de Silicon Valley, les milliards qui circulent chaque jour, les entreprises qui façonnent le futur de la planète, mais de l'autre, une réalité bien plus sombre. Des tentes qui s'alignent dans les rues, des familles entières contraintes de dormir à même le sol et des visages marqués par la survie quotidienne. Deux mondes qui se croisent sans jamais se rencontrer. Chaque jour, des milliers de personnes tentent de s'accrocher. Certains gagnent à peine 900 $ par mois, une somme dérisoire, dans une ville où le loyer moyen dépasse 3 500 $. Pour eux, travailler ne garantit plus un toit. San Francisco est devenu un paradoxe. Une capitale mondiale de l'innovation, mais aussi l'une des villes les plus inégalitaires des États-Unis. Les chiffres confirment cette fracture. En janvier 2024, une étude a révélé une augmentation de 7% du nombre de sans-abri par rapport à 2022. Ils sont désormais plus de 8300, dont plus de la moitié survivent directement dans les rues, exposés au froid, à la faim et à la violence. Les autres trouvent refuge dans des abris temporaires, mais sans garantie de stabilité. Et le plus inquiétant, le nombre de familles jetées à la rue a explosé de 94% en quelques années. Derrière ces statistiques se cachent des enfants qui grandissent dans l'incertitude, des parents brisés, des anciens combattants oubliés par le système. Dans la ville où certains amassent des fortunes colossales, d'autres n'ont littéralement plus rien. Cette réalité pose une question douloureuse. Qu'est-ce que le progrès signifie vraiment quand il laisse autant de gens derrière lui? Peut-on encore parler de réussite collective quand la moitié d'une ville vit dans la lumière des écrans et l'autre dans l'ombre des trottoirs? La crise des sans-abri que traverse San Francisco aujourd'hui n'est pas née par hasard. Elle est le résultat de décennies de choix politiques, économiques et sociaux qui se sont accumulés, créant un terrain fragile où la moindre secousse pouvait précipiter des milliers de personnes dans la rue. Tout commence dans les années 1980. À cette époque, la ville commence à perdre progressivement ses logements les plus abordables. Les anciens immeubles populaires sont démolis ou rénovés pour accueillir des loyers plus élevés. En parallèle, des coupes budgétaires réduisent drastiquement les financements destinés à la santé mentale. Des milliers de patients sortent d'institutions psychiatriques, mais sans véritable filet de sécurité derrière eux. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une ville où le logement commence déjà à devenir rare et cher. Les années 2000 puis 2010 vont accentuer cette fracture. L'essor de la Silicon Valley propulse San Francisco au rang de capitale mondiale de l'innovation. Les startups, les investisseurs et les travailleurs du numérique affluent, prêts à payer des loyers exorbitants. Le prix médian d'une maison franchit le cap du million de dollars, atteignant jusqu'à 1,4 million au début des années 2010. Les loyers suivent la même tendance, dépassant les 3 000 $ par mois pour un appartement modeste. Dans cette spirale, les habitants aux revenus moyens ou modestes n'ont tout simplement plus leur place. Puis survient la pandémie de la Covid-19. Pour beaucoup, ce fut le coup de grâce. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi, leurs économies se sont évaporées et les dettes médicales ou de loyer se sont accumulées. Certains ont tenu quelques mois, parfois une année, mais à la première facture impayée, au premier retard de loyer, la chute a été brutale. À San Francisco, il suffit d'un incident, une panne de voiture, une hospitalisation, une perte de revenus pour franchir la frontière fragile entre la précarité et la rue. Face à cette réalité, la ville a tenté de répondre. Des budgets colossaux ont été débloqués. Plus d'1 milliard de dollars par an est consacré à la lutte contre le sans-abrisme et à la création de logements sociaux ou de services. Mais dans les faits, une grande partie de cet argent sert à gérer l'urgence et non à traiter les causes profondes. On finance des abris temporaires, on loue des chambres d'hôtel pour quelques nuits, on organise des opérations de nettoyage des campements de fortune. Ces mesures soulagent quelques jours, mais elles ne changent rien au fond du problème. Le cœur du drame est ailleurs. Il n'y a tout simplement pas assez de logements abordables. La demande explose, l'offre reste limitée et ceux qui ne peuvent pas suivre sont rejetés vers la marge. Ajoutez à cela
un système de santé mentale et de traitement des addictions largement sous-dimensionné et vous obtenez une bombe sociale impossible à désamorcer. La conséquence est claire. San Francisco dépense sans cesse pour éteindre les flammes, mais le feu continue de reprendre car personne n'a réellement retiré le combustible. Tant que la ville ne s'attaquera pas à ses racines, l'inégalité, le logement hors de prix, le manque de soins adaptés, la spirale continuera inexorable année après année. Derrière chaque statistique, il y a une vie, une histoire, un être humain qui a connu la dignité, les rêves, les espoirs avant de basculer dans une réalité brutale. Trop souvent, nous parlons des sans-abri comme d'une masse indistincte, un problème à gérer, mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants, chacun avec un passé et un présent douloureux. À San Francisco, plus de 70% des personnes vivant dans la rue souffrent de troubles de santé mentale ou d'addiction. Mais réduire leur destin à cela serait une erreur. Prenons l'exemple des familles. Ces dernières années, le nombre de familles sans logement a explosé, bondissant de 94%. Imaginez une mère, un père, 2 enfants, forcés de dormir dans une voiture ou sous une tente plantée au bord d'une rue traversée par des voitures de luxe. Ces enfants, qui devraient apprendre à lire et à rêver, apprennent surtout à survivre au froid et à la peur. Puis il y a les vétérans, ceux qui ont porté l'uniforme, qui ont servi ce pays parfois au prix de leur santé physique ou mentale. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se battent contre le stress post-traumatique, l'addiction ou des blessures invisibles. Leur sacrifice semble avoir été oublié, remplacé par des nuits passées sur le trottoir avec pour seule couverture un sac de couchage usé. Dans une nation qui glorifie ses héros, comment expliquer qu'autant d'anciens soldats soient réduits au silence, dans l'indifférence générale, l'addiction au fentanyl en particulier agit comme une arme silencieuse. Cette drogue, 100 fois plus puissante que la morphine, s'est infiltrée partout. Pour beaucoup de sans-abri, elle est devenue une échappatoire, une façon d'anesthésier la douleur physique et psychologique. Mais ce refuge est un piège mortel. Quelques grains suffisent à provoquer une overdose. Les dealers l'ajoutent à l'héroïne, à la cocaïne, parfois même à des pilules contrefaites. Et les victimes n'en savent rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les histoires personnelles abondent. Michael, par exemple, vivait dans un hôtel reconverti par la ville, dans le cadre du programme Room Key. Il croyait avoir trouvé un semblant de stabilité, mais l'absence de suivi médical, combinée à une dépendance au fentanyl, l'a emporté en quelques semaines. Ses amis racontent qu'il rêvait simplement d'une seconde chance, d'un emploi stable. Ce rêve s'est éteint dans une chambre sombre, sans bruit, sans alerte. Il y a aussi Chris, un jeune de 18 ans, qui avait réussi à obtenir une place dans une école communautaire après avoir trouvé un logement transitoire grâce à une ONG. Sa trajectoire semblait changer jusqu'au jour où l'isolement et la tentation du fentanyl ont détruit ses efforts. Sa mort a été commémorée lors de la journée des souvenirs pour les sans-abri, aux côtés de centaines d'autres noms effacés trop tôt. Ces visages, ces histoires sont la preuve que la crise n'est pas une simple question de chiffres. Chaque tente plantée sur un trottoir est une tragédie humaine. Chaque overdose est une vie volée, un futur brisé. Et plus la ville ferme les yeux, plus les camps grossissent, transformant les rues de San Francisco en un miroir cruel de l'échec collectif. Si San Francisco en est arrivé là, ce n'est pas par hasard. Ce que nous voyons aujourd'hui est l'aboutissement de décennies de décisions politiques, de priorités déplacées et d'aveuglement volontaire. L'histoire de la crise des sans-abri commence bien avant l'explosion des tentes et des overdoses. Elle plonge ses racines dans les années 1980, quand les États-Unis ont massivement réduit les financements destinés à la santé mentale et à l'habitat social. Des milliers de lits en hôpital psychiatrique ont été supprimés, les structures de suivi ont disparu, laissant des personnes fragiles livrées à elles-mêmes. Le résultat, des rues qui, peu à peu, se sont transformées en refuges forcés pour ceux que le système ne voulait plus voir. Puis est arrivée la flambée des prix immobiliers. À San Francisco, le marché de l'habitat est devenu l'un des plus chers au monde.
Les loyers ont grimpé bien au-delà de ce qu'un travailleur précaire pouvait se permettre. Même un revenu modeste ne suffisait plus. Le fossé entre les riches installés dans des tours étincelantes et les pauvres relégués dans des abris temporaires ou sous des bâches s'est creusé de manière dramatique. La crise de 2008 a aggravé les choses. Des milliers de familles ont perdu leur maison. Beaucoup ne s'en sont jamais relevés. Et lorsque la pandémie de 2020 a frappé, le choc a été fatal. Licenciements massifs, isolement social, explosion des addictions. Pour certains, c'était le dernier pas avant la rue. Face à cela, la réponse politique a souvent été superficielle. San Francisco consacre plus d'1 milliard de dollars par an à la lutte contre l'itinérance. Mais où va cet argent? Des enquêtes ont montré que seule une petite partie se traduit en logement stable. Trop souvent, les fonds se perdent dans des programmes mal coordonnés, des contrats mal surveillés ou des solutions temporaires qui déplacent le problème sans jamais l'éradiquer. Les nettoyages de camps en sont l'exemple parfait. Des tentes arrachées, des effets personnels jetés, mais aucune alternative durable proposée. Et puis il y a la stratégie du housing first, le logement d'abord. Sur le papier, l'idée est noble, offrir un toit avant de traiter les autres problèmes comme l'addiction ou la maladie mentale. Mais dans la réalité de San Francisco, cela s'est souvent résumé à donner des clés sans accompagnement suffisant. Résultat, de nombreuses personnes rechutent et se retrouvent de nouveau dans la rue. Ce que révèlent ces choix, c'est une vérité dérangeante. Nous n'avons pas voulu traiter les causes profondes. Nous avons préféré panser les plaies en surface, espérant que l'image d'une ville prospère tiendrait encore. Mais derrière la vitrine high-tech, la réalité explose. Une société qui a abandonné ses plus vulnérables et qui paie aujourd'hui le prix de son indifférence. Quand on parle de la crise des sans-abri à San Francisco, il est impossible d'ignorer le rôle dévastateur de l'addiction et des maladies mentales. Car derrière chaque tente, chaque regard perdu dans les rues du Tenderloin se cache une histoire de douleur, de dépendance et de santé brisée. Les chiffres sont accablants. Plus de 70% des personnes vivant dehors luttent avec des troubles psychologiques ou une dépendance sévère. Dépression, schizophrénie, stress post-traumatique, autant de blessures invisibles qui se cumulent avec la misère matérielle. Le fentanyl, surtout, est devenu le poison roi. Une drogue si bon marché, si accessible, qu'elle a transformé la rue en terrain de chasse pour les trafiquants. Mélangé à d'autres substances, souvent à l'insu des consommateurs, il frappe sans prévenir. Quelques grains suffisent pour provoquer une overdose fatale. Et dans les campements de fortune, rares sont ceux qui ont accès à une aide médicale immédiate. Beaucoup s'effondrent, seuls, loin de tout regard bienveillant. Mais l'addiction n'est qu'une facette du problème. Le manque criant de services psychiatriques aggrave la situation. À San Francisco, les lits d'hôpitaux spécialisés sont insuffisants. Les centres de soins saturés. Résultat, des centaines de malades errent dans les rues, sans diagnostic, sans traitement, abandonnés par un système qui n'a plus les moyens ou la volonté de les prendre en charge. On les croise tous les jours. Des hommes qui crient à des voix que personne d'autre n'entend. Des femmes qui parlent seules. Des jeunes perdus dans une transe chimique. Ce spectacle est devenu banal, presque normalisé, et c'est bien là le drame, l'indifférence. Ce que nous considérons comme le décor de San Francisco est en réalité une immense tragédie humaine. Chacun de ces visages raconte une lutte invisible, un combat contre soi-même et contre un environnement qui condamne plus qu'il ne sauve. Les programmes de désintoxication existent, mais leur accès reste limité, leur délai interminable, leur suivi insuffisant. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé. À chaque overdose, c'est pas seulement une vie qui s'éteint, c'est aussi un réseau de proches, d'amis, de familles qui s'effondre. La crise n'est donc pas individuelle, elle est collective. Elle fragilise le tissu social, érode la confiance dans les institutions et laisse derrière elle une trace de désespoir. En vérité, ce que nous voyons à San Francisco, c'est une spirale où pauvreté, addiction et maladie mentale s'enchaînent, se renforcent, se nourrissent mutuellement, et tant que nous n'attaquerons pas ces problèmes dans leur ensemble, avec une vision globale, la ville continuera de sombrer dans ce cercle sans fin. Alors, que nous dit vraiment San Francisco ?
Cette ville, jadis symbole de liberté, de progrès et de rêves sans limite, est devenue le miroir des fractures de l'Amérique moderne. Derrière ses tours de verre et ses start-up aux valorisations colossales, elle révèle une vérité inconfortable. Le progrès n'a pas le même visage pour tout le monde. Tandis qu'une poignée accumule richesse et opportunités, des milliers d'autres sombrent dans la pauvreté, l'addiction et l'oubli. Le coût de cette indifférence est immense. Ce ne sont pas seulement des rues salies par des campements, ni des statistiques que l'on peut ranger dans un rapport annuel. Ce sont des vies, des hommes et des femmes qui perdent chaque jour un peu plus d'espoir. Des familles brisées par le poids des loyers, des vétérans abandonnés par le pays qu'ils ont servi, des jeunes happés par le fentanyl avant même d'avoir connu une véritable chance. Face à cela, deux chemins se dessinent. Le premier, c'est celui que nous connaissons déjà, continuer à dépenser des milliards dans des solutions temporaires, repousser les tentes d'un quartier à l'autre, fermer les yeux sur les causes profondes, mais cette voie ne mène qu'à l'aggravation de la crise. Le second chemin, plus difficile, exige du courage et une véritable volonté politique. Investir massivement dans la santé mentale, renforcer les programmes de désintoxication, créer un parc de logements réellement abordable et superviser l'usage des fonds publics avec rigueur. Au-delà des politiques, c'est aussi une question morale. Quelle société voulons-nous être? Une société qui glorifie l'innovation tout en abandonnant ses plus vulnérables, ou une société qui mesure sa grandeur à la manière dont elle protège ceux qui n'ont plus rien? Chaque voix compte, chaque geste de solidarité, chaque vote pour des politiques plus justes, chaque organisation soutenue peut faire la différence. San Francisco nous envoie un message urgent. Si même la capitale mondiale de la technologie est incapable de protéger ses habitants les plus fragiles, alors l'échec n'est pas local, il est national. L'avenir de cette ville et de l'Amérique dépend de notre capacité à regarder cette réalité en face. Ne détournons plus le regard, car derrière chaque tente, chaque regard vide, se cache une vie qui mérite mieux qu'une survie dans l'ombre.